Bonsoir chers téléspectateurs, merci une fois de plus d'être avec mon équipe et moi. Innocente Courant, Innocente, bonsoir. Souley Agara, Souley, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un roman intitulé Le Message. Et ensuite, en deuxième partie, nous recevons le grand Vikos Ekondo. Et à la fin, nous terminerons par la chronique de Souley, comment mettre un terme aux crises post-électorales. André Chédid, né en 1920 au Caire. Ses parents ont émigré vers l'Égypte après avoir fui leur pays, le Liban, en proie à des luttes entre communautés et à de grandes difficultés économiques. Elle apprend l'arabe, mais aussi le français et l'anglais et côtoie des cultures diverses. Elle effectue sa scolarité dans la capitale égyptienne puis en France. Dès l'âge de 18 ans, elle écrit des articles destinés à la presse et compose des poèmes. En 1942, elle part vivre au Liban avec son mari, un médecin français qui l'encourage à écrire. L'année suivante, elle publie son premier recueil poétique en anglais intitulé « On the Traits of My Fancy ». C'est à Paris qu'elle s'installe définitivement en 1946, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, naturalisée française, elle est l'une des grandes figures de la littérature contemporaine. Son œuvre est riche et variée. André Chédid s'est d'abord essayé à la poésie, un genre dont elle fait l'éloge dans son recueil « Poème pour un texte », et dans lequel ses productions ont été récompensées à plusieurs reprises, notamment par le Grand Prix de poésie de la Société des gens de lettres en 1990 et par la Bourse Goncourt de la poésie en 2002. Mais André Chédid s'est aussi consacré à la prose, composant des nouvelles réunies dans 3 volumes, Les corps et le temps en 1979, Monde, miroir, magie 1988, À la mort, à la vie 1992, des pièces de théâtre, Bérénice d'Égypte, Les nombres, Le montreur, Échec à la reine et Le personnage. Des contes pour enfants et des romans. Parmi ces derniers nombreux, on retiendra plus particulièrement Le 6e jour en 1960 et l'autre en 1969. Tous deux adaptés d'ailleurs au cinéma par le premier grand cinéaste égyptien Youssef Chahine en 1986, le second par Bernard Giraudot en 1990, mais aussi Le survivant en 1963, La cité fertile en 1972, Les marches du sable 1981, L'enfant multiple 1989 et enfin Le message en 2000, couronné par le prix Louis Guillou en 2001. André Chédid est décédé le 6 février 2011 à Paris. Quel sens faut-il donner au titre de l'œuvre et à la première de couverture? C'est le message écrit par Marie. C'est le message, quel est le contenu? Le message d'amour adressé à Steph, son amant. Le message, c'est ce projet d'André Chédid qui veut dénoncer simplement les horreurs de la guerre. Cet univers chaotique, puisque cette demoiselle, elle s'en va pour signifier à son amant qu'elle l'aime, parce que souvent, ils se quittent avec des conflits plus ou moins importants. Et là, elle a voulu rejoindre Steph à un pont. Malheureusement, elle prend une balle et elle est là couchée, elle se vide de son sang. Et il y a l'enveloppe sur laquelle elle écrit « Je venais, je t'aime ». Voilà. Et donc, on le voit, hein, le titre est en corrélation vraiment avec la première de couverture. C'est une belle illustration. Après avoir parlé de la première de couverture du titre, on voudrait savoir quelle est la particularité de ce roman, notamment en ce qui concerne l'incipit. Oui, quand on parle de l'incipit, pour les téléspectateurs comprendront les premières pages de ce roman-là. Ce roman-là a la particularité de commencer tout de suite par le drame. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort. Dès le début, dès la première ligne, on voit une demoiselle qui n'a pas de nom. Il utilise le pronom personnel féminin, elle, la jeune femme, elle s'en va pour rencontrer son amant-là. Elle prend une balle tirée par quelqu'un, un sniper, un franc-tireur entre les deux omoplates. Elle tombe tout de suite, elle commence à se vider de son sang. Mais elle veut, coûte que coûte, se lever et aller rejoindre
son amant-là. Donc il n'y a pas de temps mort. La tragédie s'installe, le drame s'installe dès le début. Exact. Et c'est ça qui nous prend du début jusqu'à la fin. Quels sont les thèmes traités dans le message de André Chédid? Par rapport à l'Égypte, que nous la rattachons à la littérature négro-africaine. Et c'est par rapport à ce pays-là que nous faisons le choix de parler d'elle aujourd'hui. Elle est d'origine libanaise et nous connaissons tous cette crise. L'humain est un échec. D'ailleurs, Innocente, je veux continuer sur cette lancée-là par rapport au titre. Exact, pour revenir là-dessus, le message. C'est vrai que c'est le message que Marie veut transmettre à son amant. D'amour. D'accord. Mais en même temps, si on regarde, est-ce qu'il n'y a pas de double sens dans le message? Est-ce que le roman-là même n'est pas un message qu'André Chédid envoie à toute l'humanité, à toute l'espèce humaine? Oui. Même si je pense qu'il y a dans ses interviews de parler d'une évocation particulière, mais en réalité, il y a au-delà de la scène de guerre, au-delà de ce passage de Marie dans ce terrain, dans ce champ de tir, il y a chez André Chédid une volonté de faire triompher l'amour. Triompher l'amour. Elle a raison. Effectivement, au-dessus de tout, il y a l'amour. Et l'amour, on le sent également dès le début. Parce qu'on sent, André Chédid utilise des mots qui font qu'on a de l'empathie pour Marie. On suit Marie. Oui. On ne veut pas que Marie meure. Voilà tout le talent, je crois, d'André Chédid. Hein, cette dame-là. On adhère, on a peur pour Marie, on tremble pour Marie, et on pense, on se bat contre le temps, comme Marie se bat contre le temps. Oui, Marie aurait pu s'habiller de façon
discrète comme on le fait en temps de guerre avec les camouflés, mais elle porte des vêtements chatoyants, des vêtements de couleur. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait, par amour, faire plaisir à son amant, à Steph. C'est l'amour. Même avant de recevoir la balle, elle vivait cet amour-là, et cet amour-là qui a fait que le franc-tireur l'a repéré. Parce qu'elle n'a pas rasé les murs avec des vêtements discrets et était habillée de façon... Elle était joliment habillée pour Steph. C'est vrai qu'on peut continuer à explorer l'écriture, la superposition des images, la rupture des images et le retour sur certaines images. Qu'est-ce que ça inspire? Il faut y voir un emprunt à une technique cinématographique. Il me semble. Oui, qui procède généralement par progression avec ellipse. Il y a des silences sur certains aspects. Et là, nous sommes dans une progression dramatique, tragique même, et le temps est compté. Exactement. C'est l'urgence. C'est l'urgence. C'est l'urgence. Il faut que Marie arrive, il faut que Marie sorte de là et il faut rapidement aller se réconcilier avec Steph. Mais c'est une course qui va être contrariée. Elle va être contrariée dans sa course par la folie des hommes, la folie des armes, la folie des tireurs. Beaucoup de retours en arrière. Quelquefois même, les personnages, par leurs pensées, nous amènent dans le futur pour revenir dans le présent. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On revient. Beaucoup de retours en arrière, beaucoup d'anticipation, prolepse, analepse, comme on les appelle dans le langage technique par rapport au rythme d'un récit, en ce qui concerne la narration. Et il y a aussi le fait que je pense que chaque fois, il y a un morceau qui arrive, un grand tableau, un morceau qui arrive, et ce morceau qui se colle à d'autres morceaux pour qu'au final, qu'on puisse avoir une image concrète de la situation. Concrète et complète. Complète de la situation. On a des bribes de description, l'endroit où est couchée Marie. Après, on a une image en rapport avec un immeuble d'à côté, le bitume. On a une image du ciel, on a une image de la poussière, c'est-à-dire ce sont des morceaux, ces techniques cinématographiques, des morceaux en ce qui concerne la description et en ce qui concerne aussi le récit lui-même, la narration elle-même. Oui. Et c'est en fait aussi procédé par réalisme. Et Marie ne voit, c'est une focalisation interne. Marie, c'est ce qu'elle peut voir. Oui. Elle ne peut pas se projeter dans un quelconque futur. Autour d'elle, c'est le feu, c'est un tireur, c'est un bâtiment. C'est le gravat. Voilà, c'est le gravat. C'est un décor de malheur, un décor triste, d'apocalypse. Et comme tu le dis, sur cette urgence-là est bloqué, bien sûr, cet amour qui doit se réconcilier est bloqué, ou du moins retardé par cette balle, mais également même retrouver Steph est compliqué. Je vois les images de la Première Guerre mondiale. Ces gens sur les routes là qui s'en vont, les chars qui prennent la voie contraire, ces peuples de malheureux, de gens hagards, affamés, etc. C'est là qui se bousculent pour trouver des véhicules pour échapper au malheur. Moi, c'est l'image là que je vois. Et c'est extrêmement grave. Toutes les guerres se ressemblent. C'est extrêmement grave de sentir encore ça aujourd'hui. Et bon, peut-être que ce n'est pas ce qu'on voit ici, mais partout, un peu partout dans le monde, ce sont les mêmes images. Tous les jours, il y a une nouvelle guerre, etc. À cause de l'argent, du pétrole, du pouvoir. C'est la même chose partout. Les guerres sont absurdes. Absolument. Totalement absurdes. Et comme Innocente le disait,
ceux-là même qui sont à l'origine de ces guerres sont totalement à l'ombre, à l'abri, sans inquiétude, aucun stress, ils sont là. Oui, ce sont les soldats de première classe, je ne sais pas, ce sont ces gens-là, les civils qui meurent. Mais les généraux, les amiraux, les grands chefs, ce qu'on appelle les chefs de l'armée, de l'exécutif, ils sont bien à l'abri, comme le dit Aïmi, ils sont santé. J'en reviens à cette définition de la guerre, qui dit que la guerre, c'est des individus qui se connaissent bien, qui ne vont jamais s'entretuer, qui envoient des personnes qui ne se connaissent pas, qui s'entretuent pour eux. Oui, exact. C'est aussi absurde que cela. Oui, exactement. C'est vrai. Mais écoutez, on va étudier justement ces gens-là, ou du moins ceux qu'on a dans notre roman-là. Par exemple, pour parler de la psychologie de ces personnages, par exemple, dans une forme de dualité ou de complémentarité, Marie, Steph, qu'est-ce qu'on peut dire? Marie et Steph, c'est Anton et Anya. Marie et Steph, normalement, sans la guerre, devaient être Anton et Anya. Et justement, André Chédid nous montre le futur des amants. Présenter cette scène-là sous la forme de focalisation externe. Oui. C'est-à-dire, on ne sait pas
ce que pense Steph quand il a tiré. Oui. On ne sait pas exactement, est-ce que l'autre, il a des regrets, il veut maintenant, on ne sait pas. Oui. C'est la folie. Absolument. C'est la folie, c'est la folie. Et on ne sait pas, il n'y a pas de conclusion à mon avis. Et moi, je rejoins un peu, je pense que c'est en ligne directe avec la pensée d'André Chédid, parce que j'ai lu entre les lignes que Gorgio va dire la bêtise, je crois, ou l'ineptie, c'est de conclure. Comme le dit Flaubert, l'ineptie est de conclure. Je pense que c'est pour cette raison que le roman-là n'a pas conclu. On laisse le téléspectateur, le lecteur imaginer, deviner, ou ne pas savoir qu'est-ce qui a poussé au fond, quelles sont les motivations pour qu'il active, n'est-ce pas, cet arbre-là. Oui, c'est en fait une scène où on a comme une réponse, c'est la folie. Et la folie, c'est tout à fait le contraire de la rationalité, de la raison, et on ne peut pas analyser la folie. La folie, c'est la folie. Il faut simplement s'en défaire, il faut s'en éloigner. Et maintenant, Marie et Anya. Voilà, Marie et Anya, comme elle le disait tantôt, c'est 50 ans les séparent. Marie, 30 ans. Anya et son mari, ça fait les 80. Troisième âge. Voilà. Mais c'est comme des objets en miroir. Anya, c'est Marie vieille. Donc, on se projette dans un avenir. Si tout se passe bien, s'il n'y avait pas cette guerre, elle a des chances d'expérimenter cela, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir ce couple-là vivre aussi longtemps. Ils sont ensemble. Ils ont maintenant près de 80 ans. Ils se sont retrouvés quand ils étaient comme Marie, qui n'a que 30 ans, et qui, dans la fleur de l'âge, va être un peu contrarié, pas un peu, sérieusement contrarié dans sa course de l'expression amoureuse, de l'expression de ses sentiments. Quels sont les effets de la durée et du point de vue adopté par la narratrice? Je pense que quand on regarde ce roman-là, il commence, je crois, en début d'après-midi, en tout cas en une journée. Oui. Après-midi, en une journée. Balle qu'elle prend, sa souffrance, la mort retardée, parce qu'il y a l'amour, et jusqu'à ce que finalement, avec toute la stratégie de Anton et de Anya, il n'a pas pu mettre la main sur Steph parce qu'il a attendu, elle n'a pas vu Maria, il est parti dans un bus, dans un autocar. Mais à un certain moment, il va se dire peut-être qu'il s'est trompé, qu'il va quand même essayer de revenir. Et en ce moment-là, Anya est déjà partie. Mais il continue, le mari et la femme, à dire il va venir, sachant que c'était un mensonge parce qu'ils ont senti qu'elle allait mourir. Et ils ont voulu garder cet espoir-là. Et comme par hasard, ce garçon-là, il revient. Et il va voir sa Marie, malheureusement agonisante. Oui, agonisante. Voilà. Mais, pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de narratrice? Est-ce que c'est André Chédid qui est la narratrice, ou bien on suppose que celle qui raconte l'histoire, c'est une femme? Qu'est-ce qu'on voudrait dire en proposant une narratrice au lieu de dire tout simplement que c'était un narrateur? Oui, parce que quand j'ai lu les différentes interviews, elle a dit qu'elle avait vécu certaines choses et que c'est sa fille, sa petite fille, sa fille, qui lui avait demandé de relater encore cette histoire-là. Et elle est revenue, elle a écrit. D'accord. Voilà. Disons que c'est la narratrice, auteur-narratrice. Une bonne partie du récit est vue, c'est la focalisation interne. Et Marie, c'est un peu par moment la porte-parole du narrateur. Oui. On le sent. André Chédid rentre carrément. Ce n'est pas simplement par la focalisation omnisciente, ce n'est pas simplement la focalisation externe, c'est Marie ou interne, c'est Marie qui dit ce qu'elle ressent, c'est Anton qui dit ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent, c'est Anya qui dit. Non, par moment, on sent, lui, il s'implique, dans l'œuvre et donne son point de vue. Voilà, où on sent qu'elle est véritablement contre la guerre. Quels sont les objectifs visés par André Chédid? On pourra
par rapport aux objectifs, penser au thème, bien sûr. Bien sûr. Et penser à la vie de famille de l'autrice, André Chédid. André Chédid appartient à une famille d'artistes. Son fils est Louis Chédid. Son petit-fils, Matthieu Chédid, aime. De grands artistes. De très grands artistes pour qui j'ai une inconditionnelle admiration. Pour ne citer que c'est ceux-là. Et dans la famille, elle a écrit des textes pour son petit-fils M. Et ça a fait un album à succès. Et ses objectifs visés, c'est toujours cette envie d'améliorer, si je peux parler comme ça, d'améliorer l'humanité, d'attirer l'attention sur cette situation où l'humain est en perdition. C'est toujours pour avoir ce choix d'être optimiste en dépit de tout. Et je pense que son choix, c'est de répandre l'amour, que l'amour peut être au-dessus de tout, que ce soit l'amour par rapport à sa famille, mais l'amour par rapport à toute l'humanité. C'est un choix en rapport avec les valeurs de quelqu'un qui a envie de voir l'humanité sous son meilleur jour. C'est vrai, Innocente, elle le dit d'ailleurs, la vie c'est l'amour. Oui. Et c'est une erreur de penser qu'il y a un autre équilibre. Peut-on à la fin du roman rester optimiste sur la nature humaine et sur les valeurs humanistes? Bon, je vais laisser le grand humaniste. Oui, c'est justement, je pose la question à Soulé parce que je veux entendre son avis là-dessus. Oui, ce roman, quoique dramatique, quoique tragique, est une invitation justement à retourner à nos valeurs humanistes, à prendre conscience de l'importance de cette valeur-là. C'est l'essentiel si on veut. Et là, elle réussit. Elle réussit parce qu'elle confie un rôle très important à Marie. Même blessée, elle continue à se battre. Juste une demande avant que tu ne continues, oui. Marie, d'après les statistiques, oui. C'est le nom le plus utilisé. C'est bon. Marie. Oui. Donc Marie, c'est une femme. Oui. C'est toutes les femmes. C'est toutes les femmes. Effectivement, c'est toutes les femmes. Et dans les deux cultures, dans les Grecs... Marie, c'est un prénom intemporel. Oui. Indémodable. Voilà. Marie, on retrouve Marie chez les musulmans, on retrouve Marie dans toutes les civilisations. Et là, c'est une réussite au niveau du choix nominaliste, là. André Chédid arrive à nous réveiller un tant soit peu. Parce que cette absurdité de la guerre, quelque part, ça nous abrutit. Et on oublie l'humain. Et toutes les guerres, quelque part, c'est parce qu'on a oublié l'humain. Exactement. Et là, avec dans le message, on est réveillé. On est choqué, mais c'est un choc salutaire, c'est un choc bienfaiteur, c'est un choc qui nous ramène à notre responsabilité. Notre responsabilité qui est de cultiver l'amour, qui est de cultiver l'amour, différence de religion, de couleur, si tant est qu'il y a des couleurs. C'est le plus beau mot, le plus grand mot du dictionnaire, l'amour. Très bien. Oui. Chers téléspectateurs, c'est sur ce mot, l'amour, que nous allons achever notre première partie. Une petite pause et nous passons à la deuxième partie. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Comme promis, nous recevons aujourd'hui le grand Vikos Ekondo, que certains appellent Papa Ekondo. Vikos Ekondo, bonsoir. Bien, bonsoir. Je te présente mes compagnons Innocent Courant. Bonsoir, madame. Bonsoir, Vikos Ekondo. Et Soulé Agara. Bonsoir. Voilà. Vikos, est-ce que tu peux te présenter très brièvement pour les spectateurs? Bien.
Merci beaucoup. Je m'appelle Vikos Ekondo, auteur, chanteur, compositeur, musicien. Je suis aussi inspecteur principal de production. Alors, Vikos, on va parler de vous, bien sûr. En 1969, n'est-ce pas? Alors que vous avez 18 ans, hein, vous vous lancez dans la musique. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Eh bien, j'ai eu cette chance de fréquenter dans un grand lycée, le lycée national Léon Mba, autrefois le lycée Félix Éboué, l'ancien gouverneur de l'Afrique équatoriale française, qui était à Brazzaville. Après, c'est devenu lycée classique moderne. L'accession du Gabon à l'indépendance, ça a été rebaptisé lycée national Léon Mba. J'ai accédé en 1964. En 1969, ayant bénéficié des cours de musique dispensés par le professeur Alain Lécuyer, j'ai eu cette chance de fréquenter le centre culturel américain où j'ai regardé les grands du jazz, Louis Armstrong, Richard, et au lycée Léon Mba, la musique classique, Beethoven, Mozart, Bach, pour ne citer que cela. Ça m'a enrichi et mon expérience, ayant appris à jouer du piano, je me suis intéressé. Et alors, à l'inauguration du gymnase, j'ai présenté mon groupe Vikos et ses Vikosettes, Vikos au piano et les jeunes filles qui dansaient. J'avais des amis aussi musiciens qui m'accompagnaient puisque je jouais du piano et les autres, d'autres instruments de musique, notamment la batterie, la basse et autres. Et ça a connu un succès sans précédent. Et alors, c'était parti. Le virus, ça m'a pris et là, je me suis plus détaché. Et vous avez continué, vous n'avez jamais Voilà, arrêté. on a créé après un orchestre, les Atoms, après les Phantoms, après les Satellites. Là, c'était... Puis, après ça, vous êtes allé faire des études à l'étranger, notamment, je crois, au Canada. C'est exact. Vous savez, lorsque, à l'inauguration du gymnase, j'ai présenté ce spectacle. À l'époque, le gymnase était inauguré par le regretté président qui s'appelait à l'époque Albert Bernard Bongo, maintenant devenu Omar Bongo. Et la presse a couvert l'événement. Je suis passé à la télévision et en 70, ils ont organisé un concours pour la RTG et le Gabon m'a donné cette possibilité d'aller à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, au module d'animation culturelle. Là, on dispensait des cours pour comprendre la problématique de la culture. Vous comprenez que le Canada a été colonisé par les Français, les Anglais, et il y avait les peuples autochtones, les Amérindiens. J'ai suivi ces cours et il y avait les cours de réalisation et puis les cours de l'adaptation, de connaissance un peu de la culture. Et ça m'a intéressé. Et lorsque je suis venu au Gabon, j'ai compris qu'il fallait préserver cet héritage culturel laissé par nos aïeux. Vous êtes venu avec un très lourd bagage. Exactement. Le module s'appelait le module d'animation culturelle. Aujourd'hui, c'est devenu le module de communication. On apprenait la réalisation et d'autres éléments qui nous permettaient de mettre en évidence notre culture. On pourrait dire que vous êtes la résultante des rencontres de culture. Absolument. J'ai pu découvrir la problématique de la culture française, et plutôt canadienne, qui avait, vous savez, lorsque le général de Gaulle avait déclaré à Ottawa
vive le Québec libre. Vous comprenez qu'il y a un endroit à Chicoutimi, Trémontville, où les gens se proclament français. Oui. Et d'autres, à Montréal, il faut être bilingue absolument. Voilà. Et j'ai compris que il faut absolument préserver notre héritage culturel. Parlez-nous maintenant, Vico Secondo, de l'émission phare de l'époque, l'Idole du dimanche. Oh là là, quel bonheur, madame, de poser cette question. Parce que lorsque j'ai commencé à la télévision, j'ai proposé, mon directeur me dit, écoute, il ne faut pas venir ici là seulement faire de la musique, mais il faut nous proposer quelque chose. Et je suis venu, j'ai proposé l'Idole du dimanche, l'univers des petits, Mbolo Musique, Vico Show et bien d'autres. J'ai aussi fait des documentaires sur, pour la promotion du tourisme au Gabon. J'ai un village nommé Doumé, Escala Moto et bien d'autres. En parlant de l'Idole du dimanche, vous savez, depuis mon enfance, j'ai été toujours attaché aux enfants. C'est ainsi que j'ai fait la proposition de faire l'émission L'Idole du dimanche. Et mes responsables l'ont accepté et c'était le déclic total. J'étais dans mon élément, je comprenais, étant entendu qu'il fallait avoir beaucoup de psychologie, beaucoup de pédagogie pour comprendre ce monde qui est merveilleux mais difficile. C'est difficile. Et lorsque vous vous attachez aux enfants et qu'ils vous comprennent, alors c'est une bénédiction. Aujourd'hui, cette émission me suit, puisque ceux qui ont participé à cette émission, ces jeunes qui sont devenus les grands d'aujourd'hui, me reconnaissent en moi quelqu'un qui était attaché à eux. Et ils m'ont rendu l'ascenseur. C'est bien. Et vraiment, ils venaient chanter, proposer ce qu'ils avaient dans le cœur. Et ça a plu à tout chacun. L'ancienne autorité de l'époque, le président, le regretté président, Omar Bongo Ondibaka, pour qui j'ai une pensée pieuse. En 1985, vous créez le Tandima. Quel est le contenu de ce concept? Très bien. Le Tandima est d'abord une musique, mais aussi une expression culturelle contenant signes, symboles, lyriques et chorégraphiques de la plupart des ethnies du Gabon. Avec 45 ethnies, c'est une richesse inestimable. Et vivement que nous puissions préserver, revaloriser cette originalité, l'identité de la personnalité gabonaise avec cette notion d'ouverture. Et cette notion d'ouverture, parce que je suis attaché encore une fois au leitmotiv de Léopold Sédar Senghor, ouverture et enracinement. L'apport d'autres peut contribuer, mais il faut être enraciné. Voilà. Et je vais vous dire que dans la plupart des festivals auxquels j'ai participé, on nous demande toujours d'apporter, sont placés sous le signe du donner et du recevoir. Et la mondialisation a un prix, exige l'originalité et l'excellence. Donc il faut apporter quelque chose. On vous demande votre différence, mais en mettant cette pointe d'originalité et être excellent. C'est à ce moment-là, lors de la création du Tandima, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à arborer cette tenue-là? Très bien, vous le faites si bien. Chez nous, c'est très rigoureux. Vous ne pouvez pas vous permettre de porter une tenue si vous n'avez pas été initié. Permettez-moi de vous dire que je suis initié au rite du Guiti. Le Guiti, c'est quoi? Le Guiti est une véritable école où les adeptes, selon leur degré au sein de l'ordre, apprennent à connaître la nature humaine, sa place au sein du cosmos, le mystère de l'univers
et de la vie, le caractère transcendant et transcendantal du principe spirituel de la nature humaine. Oui, tout ce qui se fait dans le witi, que ce soit les musiques, que ce soit les danses, les chorégraphies, tout a un sens, une signification. C'est un code de déchiffrement permettant de saisir l'homme dans sa triple dimension, cosmique, anthropologique, liturgique. Donc, rien n'est fait au hasard. Pour porter cela, il faudrait que on vous explique le pourquoi, mais à bas d'initiation, vous allez croire que c'est un petit jouet. C'est symbole. Oui, voilà. Le kendo, la cloche, Oui. le verbe qui a tout créé, qui n'a jamais été créé, qui demeure et demeurera toujours. La queue de l'éléphant symbolise le symbole de l'immutabilité, l'alpha et l'oméga. Sa force évoque l'éveil. Le couteau pour se protéger contre les esprits maléfiques. Nous sommes entourés des entités visibles qu'invisibles. Il faut que vous ayez accès à cela à base de l'initiation et vous pouvez respecter cela. C'est très clair. Merci pour ce cours-là qui nous permet de mieux comprendre. On va faire une petite pause. On va suivre avec vos bomongo. N'est-ce pas? Quel sens peut-il donner à bomongo? Bomongo, si on peut une explication simple, le monde. Le monde. Mais le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a les entités visibles qu'invisibles. Donc il faut les respecter. Il faut respecter l'être humain parce qu'il vient de loin. Vous nous emportez avec vous là. Voilà. On va regarder bomongo. Tetare kondo te makonga kondo yao vikosa kuza ubwenze tetare kondo te base kondo yao vikosa kuza ubwenze badende na ditaka mwenye kuza ubwenze kunje na mikanda Maranga makutanye makebaka Iyaya, iyaya Iyaya Mama tika kapeye Iyaya Yeko wambamba Iyaya Ebenga na banjobe Iyaya Nizimbo na mungonjo Iyaya Mbamba iyaye ebenga na manjobe iyaye ngundu na mgonjo iyaye onete mo bwende bwende onete mo benga benga kamatika beye onete mo bwende bwende onete mo benga benga kamatika beye Vous avez fait beaucoup de festivals à travers le monde Vikos Ekondo. À quoi cela a servi pour vous et pour le Gabon? Vous le faites si bien. Aujourd'hui, l'Afrique pense qu'elle n'a rien apporté. Au fait, non.
l'Afrique a apporté à l'humanité la philosophie. Nous étions attachés à nos valeurs. Les autres nous ont apporté ça. Mais il y a une certaine domination d'autres cultures qui nous apportent. Heureusement, aujourd'hui, ces festivals sont placés sous le signe du donner et du recevoir. On nous apporte, on nous demande de venir présenter notre aspect. Et je vous assure que j'étais au festival de folk de Caroline du Nord, Folk Moto aux États-Unis en 2006. Et j'ai joué pour un club, le moins âgé, avec 92 ans. Et ils ont été séduits par ce que j'ai présenté. J'étais au festival de Drummondville à 95. J'étais au festival de, comment ça s'appelle, l'expo Kangwon à Sokcho, en Corée du Sud. J'étais au Japon, des pays des cultures. Et alors, c'était quelque chose qui m'a séduit, que les gens viennent se dire, donc l'Afrique encore tient toutes ses valeurs. Ce sont des pays de culture, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, et vraiment, j'étais dernièrement en Afrique du Sud, joué dans un endroit très symbolique, Stanton Square Mandela, là où il déclara je suis heureux que blancs et noirs puissent marcher la tête haute après 27 ans de prison. Because nous regardons cet accoutrement qui sont des peaux de bêtes, si je ne me trompe pas. Est-ce que quelque part vous n'avez jamais eu peur de heurter certaines personnes avec ces peaux de bêtes? Merci. Heureusement pour nous, les gens ont compris, et même les gens qui gèrent ont compris que les maîtres spirituels ont accès à certaines choses. Vous allez partir partout en Afrique, vous allez voir les gens avec la peau de la civette. Dans la plupart des traditions. Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez voir la peau de la civette. C'est ça. Et une ça, particulière. Voilà, c'est une symbolique. Et nous, à un certain degré, n'importe qui ne porte pas la peau de la panthère sur la portée, vous avez une grande responsabilité pour préserver des valeurs, pour préserver l'autorité. Et n'importe qui ne peut pas se permettre. Et le jour que on attrape, on tue cette panthère que vous portez, on sait dans quelles circonstances cette panthère, soit elle est venue jusqu'au village, elle constituait une menace, et cette panthère-là, la peau, il y a un rituel, et ce n'est que les grands initiés, quand on a accès à un certain degré, donc sur les ennemis, ce n'est pas par cruauté. Et il n'y a pas de danger par rapport à la forêt. Ce n'est pas le fruit d'un braconnage. Voilà, le fruit d'un braconnage, ni de la maltraitance animale. Oui, ni de la maltraitance. C'est clair. Vikos, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux court-métrage de Singe Fou? Merci beaucoup. Je ne voudrais pas ravir la Palme d'Or à Henri Joe Kumba que je fais une fleur. Parce que le Singe Fou, ce film, vous savez, on était à l'époque des partis uniques. C'était osé quand Henri Joe Kumba est venu me faire la Vikos. Je fais un film, Le Singe Fou. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire la musique? J'ai dit à mon gars, si on fait Le Singe Fou à cette époque-là, quelle est la connotation? Est-ce qu'on ne va pas dire? Prêter des intentions, dit non, j'ai la bénédiction de là-haut. J'ai dit, ok, j'ai fait la musique. Et ce film a connu un grand succès. Bravo Henri Joe Kumba. Merci. Et il y a eu un prix, le prix la meilleure musique au festival du film de Carthage en Tunisie. Ce qui vous revient particulièrement. Non, c'est le réalisateur qui a su me donner le thème et puis que nous puissions faire une musique qui sied par rapport au thème
de cette époque. Nous allons regarder Lost Voices, mais d'abord, pourquoi c'est intitulé? Vous faites bien de le faire. Lost Voices, si on peut donner une explication terre à terre, ce sont les voix perdues, ce sont les voix des oubliés qu'on ne veut pas entendre. Ces gens de la forêt, qui vivaient de chasse et de pêche, qui vivaient à la forêt, aujourd'hui menacés, les gens viennent tout parler. Comment? Je dis un appel, comprenez, c'est bien aujourd'hui que la COP 21, que les plus hautes autorités du monde puissent avoir un regard. Qui est venu tout? Est-ce qu'on avait cette possibilité d'aller? Il y a des bois ici qui étaient où on faisait nos rituels. Les gens qui sont tout couper pour amener. Est-ce qu'on avait cette possibilité de couper ces gros bois-là? Les baobabs, c'est un bois sacré chez nous. Il y a les bois divers qui sont venus chercher. Ils sont venus là où on faisait nos rituels. Et ces peuples de la forêt, ils vivent là-dedans. Alors, écoutez ces voix perdues qui crient, oh, comment alors nos vies continuent. « 2020, comme on peut tous le constater en suivant l'actualité, c'est une année électorale en Afrique. Malheureusement, ce rituel-là génère beaucoup de morts en Afrique. Est-ce une fatalité? Est-ce qu'on ne peut pas procéder autrement? Si, Soulé. Voilà. Si on demandait simplement aux hommes politiques de s'en tenir aux constitutions, au code électoral, et quand il faut partir, qu'ils partent. Et dans le paradigme que je suis en train de proposer, justement, cette constitution, elle est elle-même à remettre en cause. Parce qu'il y a des cadres tracés par les juristes et qui font qu'on se cache derrière ce cadre pour continuer et répéter et répéter. On est comme insensible devant les morts. C'est des pratiques mortifères. 40 morts, 60 morts, 70 morts, des milliers de morts tous les 4 ans. Du fait de l'incompréhension des politiciens, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est insupportable. Donc, quelque part, même les juristes se trompent. En fait, au niveau idéologique, je suggère qu'on pense à remplacer le mot opposition par le mot complémentarité. C'est sérieux, complémentarité. En ce sens que tous les fils d'un pays peuvent contribuer, peuvent se mettre ensemble pour construire. Ils n'ont pas besoin de se bagarrer. Oui, mais Soulé. Cette bagarre, en fait, cache les intentions purement égoïstes. Purement égoïstes. Mais Soulé. Et on ne peut pas les laisser, on ne peut pas continuer à les laisser provoquer des morts. Soulé, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais le constat que l'on fait, c'est que dans une entité politique, il peut y avoir une forme d'opposition. C'est-à-dire, un membre d'un même parti peut dire ça, ce n'est pas bien, je ne suis pas d'accord pour ça, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas que ça devienne des chants d'applaudissements. Or, moi, le constat que je fais, chaque fois que quelqu'un se lève pour aller dans le sens contraire d'un certain regard, il est pris comme un opposant, quelqu'un qui veut faire du mal. Soit on cherche à le liquider pas forcément physiquement, mais à le faire sortir du champ politique. Oui, et justement, quand on analyse bien dans un parti qu'on ne peut pas apporter une contradiction. Oui, on va arriver. C'est pas le cas. On va arriver. Au lieu de se contredire à longueur tous les 4 ans, parce que c'est curieux,
avant l'échéance, il n'y a pas de problème. Ils s'entendent comme les bons enfants de la même famille. Mais à la date concernée par les mutations, ça devient anxiogène pour la population, ça devient des terrains d'affrontement. Pourquoi? Parce que des gens qui sont censés venir en aide à la population n'ont pas besoin de se bagarrer. Vous voulez sauver les orphelins, vous voulez sauver les chômeurs, vous voulez réduire les effets des maladies. Est-ce qu'on a besoin de se quereller pour ça? Il va répondre, parce que c'est un peu trop peut-être particulier, ce n'est plus de la musique, mais est-ce que tu as un avis là-dessus? Bon, qu'est-ce que je veux dire, c'est est-ce que réellement on vote le programme ou bien on vote l'individu parce qu'il appartient à un groupe ethno-linguistique bien précis, ou bien on vote le programme de la personne qui diffère. Alors, est-ce que nous sommes arrivés à ce stade-là? Est-ce que le sommet ne peut pas montrer qu'il est là pour servir et non pour se servir? Après la base, en descendant jusqu'à la base, oui, ça peut les se faire, gens vont apprendre à être là également pour servir. Ça peut se faire dans cet ordre, mais ça peut se faire également concomitamment. Je suis d'accord, c'est possible. Ça peut se faire dans cet ordre, le sommet, puis après on descend de la base. D'accord. On en fait même de responsabilité. C'est-à-dire que si dans ton équipe, quelqu'un se rend coupable d'écart de conduite, on te sanctionne et on sanctionne ceux qui se sont rendus coupables de ces écarts. La meilleure solution, c'est faire sortir le peuple de l'ignorance. Ah, super. Il faut de l'éducation, il faut de l'instruction. Mais malheureusement, en Afrique, on a toujours cette secte d'intellectuels, que je le mets entre guillemets, ces sectes d'intellectuels qui dirigent et qui laissent le peuple dans la misère pour mieux le manipuler. Et justement, ils sont entre individus qui se croient nantis de connaissances, et justement le reste de la population est dans la misère. Il y a je ne sais pas, ce sont des lobbies, des personnes qui n'ont pas envie que le peuple sorte de l'ignorance, parce qu'on ne pourra plus le manipuler. Oui. Je pense que l'instruction, l'éducation, c'est la seule façon de sortir de ce cercle vicieux où ceux qui ne savent pas et ceux qui n'ont pas eu la chance de savoir sont toujours écrasés, méprisés par ceux qui détiennent les rênes du pouvoir et qui ont envie de le maintenir et de perpétuer ces groupes qui vont donner à leurs enfants l'opportunité d'écraser les enfants de ceux qu'ils gouvernent et qui seront encore des ignorants. Chers téléspectateurs, merci d'être restés avec nous. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.